Il y a des œuvres qui frappent et d'autres qui s'installent. Salem, adaptation télévisuelle du roman de Stephen King, réalisé par Tobe Hooper en 1979, appartient sans hésitation à la seconde catégorie. Elle ne cherche pas l'impact immédiat ni même la sidération. Elle procède autrement, par sédimentation, par infiltration, comme si le film, plutôt que de se dérouler devant nous, décidait lentement de nous inclure dans son propre espace. On pourrait dire que tout commence par un retour, celui de Ben Mears dans une ville qu'il connaît déjà. Mais ce retour n'a rien d'un geste nostalgique. Il est hanté dès l'origine, comme si le passé n'était pas simplement un souvenir, mais une matière encore active, capable de se réorganiser au présent. La ville n'est pas retrouvée, elle est réactivée. Et c'est là que Salem opère un premier déplacement fondamental dans la tradition vampirique. Là où le vampire, depuis Dracula, est une figure de l'irruption, un corps étranger qui fracture un ordre, ici il devient un principe de continuité. Le mal ne rompt pas le réel, il l'habite. Il en épouse les formes, les rythmes, les habitudes. Il attend simplement le bon moment pour apparaître comme évident. Ce qui frappe immédiatement dans la mise en scène de Hooper, c'est cette manière de refuser le spectaculaire. On pourrait parler d'une esthétique de la retenue, mais ce serait encore trop généreux. Il y a plutôt une forme de sécheresse. Les plans sont souvent fixes, presque indifférents à ce qu'ils montrent. Ils ne soulignent pas, ils exposent. Et dans cette exposition, quelque chose se dérègle. Le regard du spectateur est laissé seul, sans accompagnement, sans signal clair. Ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse technique devient en réalité une stratégie. Le film ne guide pas la peur, il la laisse se former. C'est dans ce cadre que surgit la figure de Barlow, interprétée par Regine Alder, et surgit est sans doute un mot mal choisi, car Barlow ne surgit jamais vraiment. Il apparaît comme s'il avait toujours été là, comme si sa présence ne faisait que révéler quelque chose de déjà inscrit dans l'espace. Son visage, qui évoque immédiatement Count Orlok, semble appartenir à une autre temporalité, une temporalité antérieure au langage. Il ne parle presque pas, il ne séduit pas, il ne négocie rien, il agit selon une logique qui échappe à toute psychologie. Et si précisément ce refus de psychologie qui rend la figure si troublante. Là où le vampire moderne est souvent un personnage, Barlow est une fonction. Il n'a pas d'intériorité, il est pure extériorité, pure opération, une sorte de mécanisme archaïque qui transforme ce qu'il touche sans jamais se transformer lui-même. Mais réduire Salem à son vampire serait une erreur, car le véritable sujet du film, c'est la ville. Jérusalem Slot n'est pas un décor, c'est une surface d'inscription, un espace dans lequel les corps circulent, se croisent, disparaissent, et surtout un espace qui enregistre ces disparitions sans jamais les commenter. Il y a dans le film une lente érosion du collectif. Les liens sociaux ne sont pas brutalement détruits, ils se défont. Ils perdent leur tension. Les conversations deviennent plus courtes, plus creuses. Les regards se détournent plus vite. Et ce qui est frappant, c'est que cette transformation précède l'apparition explicite du fantastique. Comme si le terrain devait d'abord être préparé. Comme si la communauté devait déjà être fragilisée pour que le vampire puisse exister. La fameuse scène de la fenêtre, cet enfant flottant dans la nuit, appelant silencieusement à être invité, condense à elle seule cette logique. Ce n'est pas une scène d'attaque, c'est une scène d'invitation. Le mal ne force pas l'entrée. Il attend qu'on lui ouvre. Et ce détail, presque anodin, devient vertigineux lorsqu'on l'élargit à l'ensemble du film. Car toute la contamination de la ville repose sur cette acceptation minimale, presque imperceptible. Une porte entr'ouverte, une confiance accordée, une vigilance relâchée. On pourrait alors lire Salem comme une fable sur la perméabilité, non pas seulement celle des corps, mais celle des structures sociales. Le vampire n'est pas seulement une créature qui se nourrit de sang, il est une figure qui révèle à quel point un système peut être traversé, infiltré, retourné, sans jamais rencontrer de résistance frontale. Et c'est ici que la temporalité du téléfilm prend tout son sens. Là où le cinéma impose souvent une compression, une intensification, la télévision, de la fin des années 70, autorise une dilatation, une lenteur presque obstinée. Et Hooper exploite cette lenteur, jusqu'à ses limites. Certaines scènes semblent durer au-delà du nécessaire, mais c'est précisément dans cet excès que le malaise s'installe. Le spectateur n'est plus simplement en train de regarder, il est en train d'attendre que quelque chose arrive. Et cette attente devient le véritable moteur de la peur. Les personnages, eux, apparaissent progressivement comme inadaptés à ce qui leur arrive. Ben Mears, interprété par David Soul, incarne une tentative de rationalisation. Il observe, il relit, il comprend. Mais cette compréhension arrive toujours trop tard, comme si le savoir dans cet univers était condamné à courir derrière les événements. Les figures d'autorité, le prêtre, le médecin, suivent la même trajectoire. Elles mobilisent leurs outils, leurs discours, leurs certitudes, et ces outils se révèlent progressivement inefficaces. Non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont déplacés. Ils ne correspondent plus à la nature du problème. Ce décalage constant produit une sensation étrange. Le film ne montre pas seulement une lutte contre une menace extérieure, il met en scène l'obsolescence d'un monde face à quelque chose qu'il ne peut pas intégrer.
Et dans cette obsolescence, il y a une forme de mélancolie, car ce qui disparaît, ce n'est pas seulement la vie des habitants, c'est une certaine idée de la communauté, une certaine manière d'être ensemble. Si l'on pousse encore plus loin, on pourrait dire que Salem est moins un film de vampire qu'un film sur la disparition du réel partagé. Chaque personnage vit encore dans le même espace, mais cet espace n'a plus la même signification pour tous. Certains savent, d'autres ignorent, certains voient, d'autres refusent de voir. Et cette dissociation progressive du regard collectif ouvre un espace dans lequel le fantastique peut se déployer sans jamais être pleinement reconnu. L'héritage du film se situe précisément là, non pas dans une iconographie spectaculaire, mais dans une manière de penser l'horreur comme un processus. On retrouve cette logique dans des œuvres ultérieures comme Fright Night ou 30 Days of Night, mais rarement avec cette radicalité dans la lenteur. Ce qui reste après la projection n'est pas une scène en particulier, c'est une sensation, celle d'un monde qui continue de fonctionner alors même qu'il s'est déjà perdu. Une ville qui respire encore, mais dont le souffle n'est plus le sien. Et peut-être que la véritable récit de Salem tient là, dans cette capacité à déplacer la peur hors du spectaculaire, pour la loger dans quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus quotidien, presque invisible. Car au fond, le film ne demande pas si nous croyons aux vampires. Il nous demande quelque chose de plus inconfortable. Il nous demande jusqu'à quel point un monde peut changer, sans que nous les décidions de le voir. Et dans ce silence, il reste toujours une question, pas très bruyante, pas très spectaculaire, mais persistante. Combien de temps faut-il pour qu'une ville entière disparaisse alors que personne n'a vraiment l'impression qu'elle s'effondre ?